Voilà, nous revoilà avec Yann de Carte du Monde. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à aller vous abonner à votre compte. Vous l'avez compris depuis maintenant presque 2 heures que nous parlons ensemble, que c'est un passionné et que donc cette passion, on la voit à travers ses clips, son travail, à travers ses tweets, excuse-moi, à travers son travail de précision, le fait qu'il met en avant à chaque fois toutes ces sources qui vous permet découvrir des problèmes extrêmement complexes de manière simple. Hein. C'est tout un challenge lorsqu'on est dans des problèmes de géopolitique, de se dire bon voilà, on va faire que tout le monde puisse comprendre. Bah, c'est ce que tu réussis sur ton compte, donc je vous invite à aller suivre son compte @carte du monde. Je sais aussi que tu es présent sur Twitch. Tu as posté hier justement le programme de cette semaine. Ça m'a fait plaisir de voir que je n'étais pas le seul à travailler quasiment tous les jours. On n'est pas sur les mêmes sujets, mais tu n'arrêtes pas de ton côté. Donc je veux encore une fois te remercier d'être là aujourd'hui avec nous et donc ouvrir ce chapitre qui, mon sentiment, c'est que on en parle finalement très peu. On en parle un peu aux États-Unis, un peu plus. Mon sentiment, un peu plus que l'Europe. Alors, je ne sais pas si je me trompe ou pas. Tu vas nous le dire. Et donc, est-ce que tu peux nous faire un rappel de cette situation autour de Taïwan? Alors, je vais essayer d'être synthétique parce que c'est un gros sujet, c'est très compliqué, mais je vais essayer d'être le plus synthétique et clair. Déjà, je vais revenir un petit peu dans l'histoire. Taïwan, la naissance de Taïwan en tant qu'État apparaît suite à la guerre civile, à la fin de la guerre civile entre les communistes et les loyalistes. Les loyalistes sont clairement d'extrême droite et les communistes gagnent la guerre civile à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Les loyalistes fuient et migrent massivement vers Taïwan. Et là, pendant très très longtemps, c'est une dictature militaire extrêmement violente. Et depuis la fin des années 90, début 90, fin 90, Taïwan devient l'une des, on pourrait dire, des meilleures démocraties au monde, parce qu'il y a un indicateur qui s'appelle l'indice démocratique, et quand vous regardez le score de Taïwan, on est sur un score de type Norvège, Suède, Islande, donc des pays très en pointe sur le sujet. Ensuite, pourquoi il y a des tensions? Premièrement, parce que la Chine, enfin Pékin, quand je dis la Chine, c'est la Chine continentale, c'est Pékin, considère que Taïwan fait partie de son territoire, que c'est une de ses provinces à elle, et donc ne reconnaît pas Taïwan en tant qu'État, alors que Taïwan dispose de son gouvernement, de ses ministres, de son armée, de sa monnaie, etc. Ce qui en fait un État de fait. Au début, Taïwan était énormément reconnu au plan international, puis progressivement, sous la pression de la Chine, il n'y a plus qu'une poignée de pays qui reconnaissent au niveau du droit international Taïwan comme un État. Les États-Unis, par exemple, ne reconnaissent pas l'indépendance de Taïwan. La France ne reconnaît pas l'indépendance de Taïwan, quand bien même on a des échanges diplomatiques, des échanges commerciaux qui se font. Donc voilà. Ensuite, au niveau des tensions de Taïwan, il faut dézoomer un tout petit peu pour comprendre l'ampleur des tensions. On a au large de la Chine ce qu'on appelle la mer de Chine. Et cette mer de Chine, elle va au niveau du Japon, de la Corée du Sud, elle va au Vietnam, aux Philippines, en Malaisie. Et Pékin réclame quasiment tout le contrôle territorial de cette région. Donc en plus de vouloir prendre le contrôle de Taïwan, elle réclame des eaux territoriales du Vietnam, riches en pétrole et en poissons, des eaux territoriales des Philippines, des eaux territoriales du Japon et de la Corée du Sud. Donc automatiquement, on a une sorte de bouillon de tension dans toute la région. Et pour montrer sa puissance et ses revendications, la Chine a créé ce qu'on appelle des îlots artificiels, c'est-à-dire des îles qui avant n'existaient pas, et ils les font émerger de terre, et ils disent, ah bah regardez, il y a ce caillou qui sort de terre, et le droit international fait, vous allez sur votre plage, vous tirez un trait sur 200 km, et toutes les eaux qui sont dans 200 km depuis votre plage sont à vous, techniquement. Donc c'est comme ça que Pékin
réclame ses eaux territoriales et envoie des navires de guerre pour harceler un peu toutes les flottes. Donc voilà, il fallait replacer un peu Taïwan dans tout ce contexte un peu géopolitique pour comprendre que c'est pas juste Taïwan, c'est aussi toute la région, mais Taïwan, vu que Pékin revendique ce territoire et régulièrement, on le voit, fait des manœuvres militaires avec des avions, des bateaux autour de l'île, fait monter la pression autour de ce territoire et menace de récupérer par la force, s'il le faut, cette île. Donc, contexte extrêmement explosif. Et qu'est-ce qui fait que Taïwan regroupe encore plus de tensions? C'est que Taïwan dispose, en plus d'être une excellente démocratie implantée dans la région après des années de dictature, dispose d'un atout stratégique monstrueux, c'est le leader des semi-conducteurs. Elle produit 25% des semi-conducteurs à l'échelle internationale et 90% des semi-conducteurs les plus performants viennent de Taïwan. Et les semi-conducteurs, c'est ce que vous avez, je caricature, mais dans vos PC, frigos, voitures, etc., etc. Donc, c'est quelque chose de stratégique. Qui contrôle la production des semi-producteurs contrôle beaucoup de choses et peut faire pression sur énormément de nations. Donc voilà à peu près le contexte. J'ai essayé de simplifier au maximum quelque chose de compliqué. Non, c'est parfait parce qu'effectivement, il fallait revenir aussi sur le parcours historique. Donc, il y a quand même une ambiguïté ici parce que tu expliques que, à juste titre, que donc Taïwan n'est pas reconnu forcément en termes d'État. Il y a un côté où Taïwan est quand même reconnu, c'est pour aller lui vendre, encore une fois, du matériel militaire. Et donc là, je pense évidemment aux États-Unis, qui sont un fournisseur massif d'armes à Taïwan. Donc comment tu expliques, c'est quoi l'équilibre qu'on joue lorsqu'on est du point de vue américain? Après, on va rentrer évidemment dans la manière dont Donald Trump voit ça et Kamala Harris voit ça. Mais comment on arrive à trouver cette ligne en disant, bon voilà, vous n'êtes pas forcément un pays, mais on vous soutient, on vient vous aider militairement, excuse-moi. Il n'y a pas de problème. Alors, premièrement, on continue de dire que Taïwan n'est pas une nation, on ne le reconnaît pas internationalement, comme ça au moins Pékin ne s'énerve pas. Mais en même temps, vu que le pays est menacé, on lui livre des armes massivement. Enfin, on lui livre. On lui donne pas des armes, on les vend. Dans l'armement militaire, c'est pas la charité. Et on entretient des relations politiques. Par exemple, il y avait eu, je ne sais pas si je pense que tu avais suivi ça. C'était Nancy, je crois, c'est Nancy Pelosi au niveau de son nom, qui avait fait un déplacement officiel à Taïwan. Ouais. Pékin était fou de rage et tout le monde suivait sur Fly Radar l'avion de Nancy Pelosi pour voir s'il allait disparaître ou non durant son trajet avec Pékin qui devenait fou. Donc on était à la limite de l'incident diplomatique, on était entièrement dans le geste politique. Soyons clairs. C'est ça. Et là où c'est intéressant, c'est qu'il y a des délégations d'élus démocrates et républicains qui se rendent régulièrement à Taïwan maintenant. Et plus le temps passe, plus en tout cas, c'est mon sentiment, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de mouvements d'élus ou affiliés à des élus américains qui viennent sur le territoire de Taïwan. Donc, ils disent, oui, on vous reconnaît pas en tant que nation, mais vous inquiétez pas. On discute, on va faire du business, on va vous vendre des armes, on va faire des échanges économiques, etc. Donc, en fait, c'est une ligne de crête qui est très compliquée à maintenir, mais on est vraiment sur cette ligne de crête parce que pour les USA, Taïwan, c'est le symbole. Si Taïwan tombe, c'est terminé pour les enjeux américains. En tout cas, ça va être très compliqué pour les enjeux américains dans la région, alors que les USA ont déployé des bases en Philippines, en Corée, au Japon et un peu ailleurs. Alors, donc, on est sur une ligne de crête. Vas-y, je t'en prie, continue. Je pourrais parler des heures sur ce sujet. Donc... Non, mais il n'y a pas de problème. Pas de problème, vas-y, continue. Donc voilà, donc c'est extrêmement important. Et au-delà de l'enjeu politique, il y a un enjeu économique majeur pour la mer de Chine. C'est qu'en fait, on l'oublie souvent, mais qui contrôle la mer de Chine contrôle un vaste pan de l'économie mondiale, ou en tout cas peut sécuriser ou non une vaste partie de l'économie, parce qu'on a à peu près
50% du commerce maritime mondial qui transite dans cette région-là, et un tiers du pétrole qui est délivré par bateau par cette région-là. Donc en fait, c'est une région qui concentre tout. Enjeux politiques, économiques, militaires et ambition expansionniste de la Chine. Donc c'est ce que je dis souvent, la guerre en Ukraine, vous pensez que c'est quelque chose de violent en termes de conséquences géopolitiques. À côté d'un risque de déflagration autour de Taïwan, c'est un terrain d'entraînement. Ouais, c'est d'ailleurs un des messages que Olivier, je crois, Olivier Pessier tout à l'heure nous avait posté. C'était en tout cas sa vision aussi. Donc bien joué Olivier qui écrivait. Je sais que Thomas est en train de le rechercher. Voilà, l'Ukraine et le laboratoire en vue de Taïwan. Donc cette dimension-là. Tu nous parlais des délégations de Oui. républicains comme de démocrates. Donc j'imagine que tu vas nous parler, sous Donald Trump, c'était encore aller plus loin. Si je me souviens bien, lorsqu'on a fait la recherche iconographique, on est tombé sur des photos de Nikki Haley qui s'était rendue à Taïwan. Et à l'époque, alors corrige-moi si je me trompe, elle était encore ambassadrice des États-Unis à l'ONU, c'est ça? Si je ne me trompe pas, oui, elle avait ce rôle-là. Et ce qui est intéressant avec elle, je ne sais pas quel est son poids réel chez les républicains, mais elle a fait une déclaration il y a quelques jours pour soutenir encore un peu plus fort, pour afficher un soutien encore plus fort envers Taïwan, en disant qu'il fallait un accord de libre-échange avec Taïwan. Alors, comment on fait un accord de libre-échange avec un État qu'on ne reconnaît pas? C'est toute l'ambiguïté de la chose. Et pousser pour une reconnaissance internationale de Taïwan. Et donc en fait, on est clairement sur un bras de fer. Et donc c'est intéressant parce que, euh, comme je le disais, républicains et démocrates sont d'accord sur une chose: la Chine c'est l'ennemi. Donc si on doit lui donner des coups de bâton, si on doit l'entraver, on est d'accord. Après sur les méthodes, pas forcément, mais il y a un consensus. Et Et justement, dans ce consensus, est-ce que c'est donc le sujet où Kamala Harris et Donald Trump, d'après toi, sont sur la même ligne? Alors, c'est là où c'est un peu délicat, c'est qu'ils sont à la fois sur la même ligne, dans le sens il faut soutenir Taïwan, les deux soutiennent clairement Taïwan, mais comme d'habitude, Donald Trump est dans une relation transactionnelle avec avec ses partenaires politiques. C'est-à-dire qu'il a dit à un moment, Taïwan c'est bien mignon, ils achètent des armes, mais ils devraient en acheter encore plus. Ok, donc faire marcher l'industrie, il n'y a pas de problème. Et en même temps, il dit, mais en même temps, ils devraient payer une assurance. C'est-à-dire que ok, on te vend des armes, mais maintenant, donne-nous de l'argent en plus pour assurer notre présence ou en tout cas nos menaces envers la Chine. Une véritable relation transactionnelle en fait d'assureur envers l'île. Donc c'est là où c'est un peu délicat, c'est que il est toujours dans le rapport de force, dans le rapport transactionnel, et c'est là où ça peut être un peu compliqué, c'est que au-delà de Taïwan, les autres alliés de la région, donc le Japon, Corée, Philippines, Vietnam, etc., peuvent se dire mais attendez, est-ce qu'il va falloir payer en plus le soutien américain? Et est-ce que ce soutien américain qu'on va payer en plus va se traduire dans les faits si un jour Pékin passe la ligne avec ses bateaux de guerre et commence à attaquer Taïwan ou d'autres nations? Donc c'est là où c'est le problème pour Donald Trump, c'est qu'en fait, vu qu'il est, on va dire, un peu instable dans ses promesses, qu'il est dans des rapports de force, voire des fois d'humiliation, et dans des rapports transactionnels, il ne favorise pas des liens diplomatiques sereins. Et la diplomatie, faut arriver à être serein avec ses alliés et même avec ses ennemis, hein, ce qui est encore plus difficile. Mais et ça, c'est un peu plus délicat. Mais de ce côté-là, voilà, on vend des armes, mais par contre, en plus, tu nous payes une assurance pour que quand ça te menace, eh ben, je prenne mon avion et je viens à Pékin et je leur dis c'est pas bien. Voilà, j'ai essayé de simplifier par image, mais on est vraiment sur cette image au niveau de la défense de Taïwan. Alors, il y a un autre point intéressant que tu as mis en avant dans la préparation de cette émission, auquel je n'avais pas pensé, même si c'est quelque chose qu'on a évoqué lors de notre suivi de la conférence de la Convention démocrate, c'est le parcours de Waltz, du colistier
du colistier de Kamala Harris, Tim Walz, le gouverneur du Minnesota. Et ce que tu disais en préparation d'émission, c'est que finalement, il a aussi une carte à jouer à ce niveau-là. C'est peut-être un avantage pour le ticket Kamala Harris-Walz. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Alors c'est intéressant parce que je l'ai découvert en préparant cette émission, parce que je me suis replongé un petit peu, j'ai essayé de trouver un peu des informations, et en fait Walls, il a à peu près fait une trentaine de voyages politiques durant sa carrière à Pékin. Donc ce qui veut dire qu'en fait techniquement c'est un personnage qui est connu de l'administration chinoise, et donc à partir de là c'est un canot avec lequel on peut discuter plus facilement, parce que quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un qu'on a déjà rencontré, c'est plus facile de le cerner, c'est plus facile de discuter. Après, j'ai vu, mais ça je suis pas certain, donc c'est pour ça que je l'avais pas mis dans mes propos, mais à revérifier comme quoi il aurait enseigné à un moment en Chine. Donc ça, c'est à vérifier. Ça, j'ai vraiment un gros doute là-dessus. J'ai C'est vu vrai, l'information popper. il faisait partie un programme américain pas un programme de missionnaire, mais un programme d'éducation. Et il a fait plusieurs voyages dans ce cadre-là. Donc pour aller enseigner en Chine, il faut savoir aujourd'hui que les alliés de Donald Trump qui essayent de trouver une manière de détruire, hein, il est extrêmement populaire. En gros, dans la réalité, si vous le découvrez aujourd'hui, que d'habitude vous écoutez uniquement Carte du Monde, des 4 candidats, Vance, Trump, Harris et Walz, le plus populaire, c'est lui. C'est Tim Walz, donc c'est un vrai problème pour la campagne de Donald Trump qui à contrario, leur candidat à la vice-présidence, J.D. Vance, lui, est le plus impopulaire. Donc il y a un véritable décalage. Et donc on essaye de trouver des histoires, des boules puantes dans son passé pour essayer de le détruire. Et du coup, on se dit, ah, peut-être du côté des alliés de la Chambre des représentants, ça vaudrait la peine de créer une commission d'enquête sur ses voyages en Chine. Même si on sait qu'il n'y a rien, on va créer un doute. La même stratégie avait été utilisée pour Hunter Biden. Donc, on va avoir très certainement dans les prochaines semaines, donc c'est pour ça que je trouvais que c'était vraiment formidable d'en parler, ça va revenir dans l'actualité. On va avoir une réunion publique à la Chambre des représentants organisée par les supporters MAGA, qui sont majoritaires, les supporters MAGA de Donald Trump parmi les élus, où on va essayer de revisiter cette idée. Aujourd'hui, quand tu te promènes dans les chambres d'écho MAGA, donc du Make America Great Again, il y a cette idée que, en fait, Tim Walz est très vraisemblablement un Manchurian Candidate, un espion pour la Chine parce qu'il connaît la Chine. Et donc je trouvais que c'était intéressant de dire, ah non mais attendez, au contraire, c'est un avantage dans cette élection, s'il est élu, d'avoir un interlocuteur qui connaît la Chine. Je trouvais que c'était très intéressant comme approche en tout cas. Bah en fait, c'est essentiel, parce que si on a des gens qui ne connaissent pas le pays contre lequel on est opposé ou avec lequel on a des relations diplomatiques tumultueuses, c'est compliqué de comprendre la manière de penser, la manière de réfléchir, la géopolitique et les intérêts, parce que si quand on voyage un petit peu, j'ai la chance de voyager un petit peu de temps en temps dans des pays qui ont des cultures très différentes, mais la manière de penser, elle est à l'opposé. Des fois, ce qui, eux, leur semble logique ne m'est pas logique. Donc, il faut avoir quelqu'un qui a fait des déplacements, qui a vécu là-bas pour ces missions-là que tu as expliquées. Comme ça, il peut beaucoup mieux apprécier, ou en tout cas traduire les réactions de la nation d'en face. C'est essentiel. Si on a des personnes qui ne connaissent pas le pays en face et qui font de la géopolitique, c'est un peu plus compliqué, quoi. Donc c'est un atout pour moi. Alors, quelque chose d'autre à ajouter, on sent bien que c'est un dossier qui te passionne. Sur ce dossier, Taïwan vu par Harris ou vu par Trump, avant de conclure, est-ce que tu as donc quelque chose à ajouter? Sur la situation là, de Taïwan, je vais reprendre un peu de hauteur et un peu plus, pas Taïwan, mais la région. Il faut vraiment comprendre que c'est une région
extrêmement sous tension, que la Taïwan, on va dire son bouclier à l'heure actuelle, c'est vraiment la production des semi-conducteurs, et que ça soit côté européen, côté américain ou autre, on a maintenant une véritable politique de OK, il faut qu'on localise des industries de production de semi-conducteurs pour se prémunir d'un risque de conflit avec Taïwan et du fait que Taïwan tombe. Parce que si Taïwan tombe, les semi-conducteurs seront sous contrôle chinois ou détruits. Parce que j'avais lu certains papiers d'universitaires spécialisés dans le domaine de la défense américaine qui disaient si Taïwan tombe et que nous ne pouvons pas intervenir pour X ou Y raison, nous avons obligation de lancer des missiles sur les usines de production des semi-conducteurs pour pas qu'ils ne tombent entre les mains de Pékin. Donc, pour l'instant, c'est son bouclier à Taïwan qui lui assure sa survie. Est-ce qu'elle va arriver à le maintenir? Oui, non, ça c'est compliqué à dire parce que d'autres pays se préparent à ça. Et dans tous les cas, en fait, vu toutes les tensions autour, on a un risque en fait d'effet domino, c'est-à-dire que les autres pays s'en mêlent parce qu'ils se disent si Taïwan tombe, c'est nous les prochains dans la région. Je veux dire, quand ça paraît tristement, l'histoire est dramatiquement ironique, mais le Vietnam qui tape aux portes des USA pour acheter des armes américaines quand on connaît le passif entre les deux, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Et on peut dire que les USA sont déstabilisateurs dans certaines régions du monde, etc. Mais quand des pays qui n'ont pas forcément des liens historiques forts ou amicaux avec les US tapent à leur porte pour dire s'il vous plaît, on veut vous acheter des armes parce que notre voisin, il nous menace encore plus que vous au niveau de notre passif historique, c'est que la situation est vraiment sous tension et c'est vraiment la région du monde la plus sensible. En fait, s'il y a une guerre là-bas, c'est là où on a une véritable déflagration parce que même si c'est à l'autre bout du monde, de par le commerce, de par les enjeux politiques, économiques, etc., ça va avoir un effet même chez nous en fait. Ouais, et c'est d'ailleurs peut-être aussi pour ça, c'est sûrement pas la seule raison, ce n'est pas la seule raison que l'administration Biden a autant poussé pour investir dans l'industrie du semi-conducteur aux États-Unis, avec donc en prenant comme principe que la pandémie, la crise Covid avait démontré la dépendance américaine aux semi-conducteurs et le fait que c'était une industrie qui avait quasiment disparu des États-Unis. Donc il y a eu des investissements massif du gouvernement Biden dans cette direction-là. Et la semaine dernière, il y a 15 jours, lors de la présentation de son plan économique pour sa présidence, si elle est élue, elle a rajouté justement en disant, voilà, on va continuer à investir pour les semi-conducteurs américains. C'est parce que aussi on ne veut plus être dépendant de Taïwan si il y a un problème majeur là-bas. On a une question pour toi, encore une fois, de Montréal, MUFC, qui est à la hauteur, bravo, merci, qui nous dit... Donc, elle est pour toi, celle-là, Yann, hein, prends des notes. Question, quel est le lien, ou plutôt le manque de lien historique entre Taïwan et l'arme nucléaire? Le développement de l'arme nucléaire a bien servi à Israël, à la Corée du Nord jusqu'ici. Ouais, pourquoi on ne parle pas de Taïwan comme future possible puissance nucléaire? Alors là, c'est une question délicate. C'est bienvenue à bord. Non, alors est-ce que la question c'est est-ce qu'ils ont les technologies et le savoir-faire pour le faire? Ça, je ne sais pas. Mais techniquement, avoir leur arme nucléaire, ça pourrait les sanctuariser. Comme toute nation qui a une arme nucléaire, ça les sanctuarise. Mais le problème, c'est que si tu disposes de l'arme nucléaire, ça peut en fait ouvrir la porte à d'autres pays qui vont dire eh ben s'il a l'arme nucléaire, ben moi aussi je veux l'arme nucléaire. Un peu comme au Moyen-Orient, si l'Iran dispose de l'arme nucléaire, est-ce que d'autres pays de la région vont dire ok c'est fini, on prend l'arme nucléaire? Et je dis par rapport à la question de savoir-faire, et là je pourrais pas répondre, je ne sais pas s'ils ont les compétences techniques et les données pour mais c'est pas un enjeu aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui fait partie des sujets pressants autour de la question de Taïwan. Voilà, pour l'instant en tout cas ce n'est pas dit à ma connaissance, ce n'est pas discuté officiellement, où il n'y a pas de bruit qui vont dans ce sens, mais je reviens juste sur ce sujet 2 petites secondes. Par exemple, le Japon n'a pas l'arme nucléaire, mais on sait qu'en cas de besoin, le Japon dispose de toutes les technologies et tout le savoir-faire pour monter des armes nucléaires en cas de besoin en urgence.
Ils ont officiellement pas l'arme nucléaire, mais ils disposent du savoir-faire, des technologies pour s'équiper en cas d'urgence. C'est aussi simple que ça. Israël officiellement n'a pas l'arme nucléaire, mais tout le monde sait qu'il dispose d'ogives nucléaires. C'est des fois des situations très ambiguës sur cette arme, avec des enjeux automatiquement mondiaux. Bah voilà, bah merci, merci en tout cas. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose en général. Est-ce que, je sais Thomas, il y a eu d'autres questions qui sont arrivées. Est-ce qu'il y en avait? Non, c'est bon, on a fait le tour. Donc Yann, je vais te laisser la parole pour conclure cette partie. Si vous êtes intéressé en termes de politique américaine, ne quittez pas. Dès qu'on va terminer avec Yann, on va basculer sur une breaking news américaine liée au procès Donald Trump. Donc on va repartir sur de la politique intérieure et judiciaire cette fois-ci. Donc Yann, pour conclure, la question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu vois vu du côté des équilibres que tu as très bien décrits mondiaux, l'idée de cette élection, est-ce que tu sens qu'il y a il y a une sorte de tension, en tout cas de suspense, à se dire qui va être élu parce qu'il y a est-ce que cette élection génère du doute? C'est une élection qui est déjà toute élection américaine est très suivie. Là, encore plus, de ce que j'ai l'impression en tant que spectateur extérieur, ça va se jouer dans un mouchoir de poche au niveau de certains États. Et en fait, comment dirais-je, ce qui est particulier, c'est que cette élection, elle est avec des enjeux internationaux monstrueux, comme on en a discuté par rapport à Taïwan, par rapport à l'Ukraine, par rapport à Israël, par rapport à l'OTAN et encore d'autres sujets qu'on n'a pas abordés. Et elle arrive en plus dans un moment où le monde tangue, où il tangue dangereusement, avec une hausse des crispations entre les nations, avec des nations qui sont parfois plus bellicistes. Et donc en fait, à mes yeux, cette élection en fait peut peut être un tournant dans un sens ou dans l'autre. Et donc elle est encore plus. C'est une élection américaine qui est encore plus déterminante qu'auparavant, parce qu'elle s'inscrit dans un contexte géopolitique très instable. Donc voilà, Ouais, il y a beaucoup non, d'incertitudes. et l'ironie de tout ça, je vais te dire cette fois-ci, vu des États-Unis, c'est que évidemment tu as 100% raison sur tous les enjeux par rapport à ces situations internationales, cette situation internationale instable. Et dans la réalité, ces enjeux-là sont quasiment absents de la campagne. Et lorsqu'on regarde les intérêts les soucis du peuple américain en disant voilà on a besoin de ci, on parle de la frontière, on parle de la situation économique sans vraiment comprendre pourquoi il y a une inflation mondiale et que finalement tout ça est lié. Les situations internationales sont classées souvent même en dehors du top 10 des sujets qui sont que les Américains considèrent importants. C'est toute l'ambiguïté, c'est que les États-Unis, première puissance mondiale, on a le sentiment que ça n'intéresse pas ses électeurs. Complètement fou. Mais en tout cas, je veux vraiment te remercier en mon nom et au nom de toute l'équipe de Maintenant Média, mais surtout au nom de notre communauté. Hein, j'ai vu passer tous les messages non-stop. On a encore un de Eud qui nous dit que c'était une émission au top. Un grand merci à Yann pour sa clarté. Il ou a raison, la clarté était formidable. C'est vraiment un plaisir de t'avoir parmi nous. Ben, j'espère qu'on retrouvera une occasion pour recommencer sur d'autres sujets parce que ce sont des vastes débats, mais je peux te dire que les réactions du chat sur YouTube étaient formidables. Il y a vraiment eu un tsunami de messages positifs. Nadia qui dit merci beaucoup Yann, Maxence, merci Yann, à très très vite ici. Je vais commencer par être jaloux. Olivier qui nous dit que c'était une excellente mise en perspective. Zipi qui nous parle d'une émission extraordinaire.
Voilà, tu entends ça, Yann, c'est formidable en tout cas. J'entends ça et sincèrement, pour le mot de la fin, je tenais encore vraiment à te remercier de l'invitation. J'ai passé un excellent moment. Je voyais aussi un peu les messages qui circulaient sur YouTube. J'avoue que avant de venir en interview, j'étais un tantinet stressé parce que je sais que ton émission regroupe beaucoup de personnes, donc j'étais un peu stressé. Donc j'ai essayé de bosser comme je pouvais les dossiers et vraiment c'était super chouette. J'espère que j'ai réussi à être clair parce que je sais que des fois je peux partir dans tous les sens et c'est des Non, non, fois un c'était peu très bien, compliqué. c'était très bien. Donc vraiment merci. J'ai passé une super soirée et je tenais vraiment à remercier tous les viewers qui ont écouté sur Twitter ou sur YouTube. Vraiment, ben écoutez, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Vraiment, c'était super. Vraiment Ouais, ben super. on refera ça, c'est certain. Le rendez-vous est pris. En attendant, je vous invite encore une fois, mais j'imagine que le message est passé, mais si ce n'est pas encore le cas, d'aller vous abonner au compte de Yann sur carte du monde, carte au pluriel, avec donc un S, carte du monde, sur Twitter pour suivre son décryptage de la géopolitique, des enjeux internationaux. C'est vraiment fascinant et c'est vraiment tu as réussi à mettre tout ça à la portée de tout le monde, comme tu l'as fait tout au long de cette émission avec une grande clarté. Je te dis à très bientôt. J'invite évidemment à tout le monde qui est sur notre chat à rester dans le coin sur YouTube. On revient dans quelques secondes avec une breaking news. Merci à toi Yann, merci à tout le monde, à tout de suite. Merci encore.